Un territoire pauvre où s'entassent 2,3 millions de Palestiniens est en état de siège. Alors que l'armée israélienne menait pour le 5e jour consécutif des raids aériens destructeurs, la seule centrale électrique de Gaza est désormais à l'arrêt, faute de carburant. Tel Aviv a coupé les approvisionnements en eau, en électricité et en nourriture. Les hôpitaux qui manquent de matériel sont débordés par l'afflux de blessés. Selon les autorités palestiniennes, les frappes israéliennes ont déjà tué 1055 personnes, dont de très nombreux civils. Les sirènes ont à nouveau retenti en Israël. Les combattants du Hamas ont tiré des roquettes dont l'une a touché un hôpital à Ashkelon sans faire de victimes. Selon Tel Aviv, depuis samedi, plus de 1200 personnes ont été tuées en Israël, pour la plupart des civils. Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'un des principaux chefs de l'opposition Benny Gantz ont annoncé un accord pour créer un gouvernement d'urgence sur la durée de la guerre. Cette annonce survient avant l'arrivée jeudi en Israël du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Voilà, voilà. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire habituelle avec notre ami Monsieur Jacob Cohen. Monsieur Cohen, votre micro. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir, merci Monsieur Cohen donc d'être présent encore ce soir. Nous allons rester, comme vous l'avez vu, sur le sujet donc les bombardements qui continuent sur Gaza et donc cette vidéo que je vous ai montrée là en introduction, c'était hier et effectivement aujourd'hui nous avons la visite d'Anthony Blinken à Tel Aviv. Voilà, donc je vais vous laisser. Avant d'aborder l'actualité proprement dite, enfin, que tout le monde, enfin plus ou moins, qu'on en connaît les grandes lignes, j'aimerais aborder un élément sur lequel j'ai passé rapidement lundi dernier parce qu'on n'avait pas les éléments. Et je voudrais commencer avec ce. On dit souvent, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà. Pourquoi je voulais commencer par là? Parce qu'en fait, depuis 2 jours et surtout aujourd'hui, moi qui suis l'actualité israélienne d'assez près, enfin grâce aux radios, télé, en français d'ailleurs, des revues de presse, j'ai remarqué un changement extraordinaire dans la société israélienne. Et c'est ce qui me fait penser que, disons que l'État profond israélien n'était pas du tout mécontent que cela arrive, et avec cette force et cette intensité. Dans quelle mesure il a contribué, ça, je crois que, enfin, personne ne peut le dire, on le saura peut-être un jour. Mais il est certain que, enfin, en tout cas, ça me paraît aujourd'hui, ça saute aux yeux, que l'État profond israélien était très inquiet de la situation en Israël, de la situation intérieure. D'ailleurs, on en a parlé. Il y avait quasiment, on était, même si ce n'était pas la guerre civile, mais il y avait des profondes divisions qui étaient absolument insurmontables. Et il y avait une fête religieuse cette semaine, enfin la semaine dernière, qui s'est terminée samedi. Et il y avait des religieux, il y a quand même quelques religieux qui priaient à Tel Aviv. Bon. Et ça n'a jamais posé de problème. Mais cette semaine, on les a agressés, les religieux qui voulaient prier à Tel Aviv. On s'est adressé à la Cour suprême pour leur interdire de prier à Tel Aviv. Donc, la guerre politique, la guerre intérieure politique, se doublait d'une guerre religieuse. Et avec toutes les conséquences enfin, qu'on a évoquées déjà, bon, pas la peine de revenir. Et j'ai remarqué hier et surtout aujourd'hui un changement radical dans l'état d'esprit de la société israélienne. Vous savez, moi, enfin, je suis assez âgé, donc j'ai connu
pas directement, mais en tant que spectateur lointain, j'ai entendu parler de la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, de 73. Et il y a à peu près la même atmosphère en Israël, c'est-à-dire un regain de patriotisme exacerbé, absolument extraordinaire. Euh, les gens ont tout oublié, ont oublié leurs différences. Ils veulent se battre pour leur pays. C'est fini, les réservistes qui ne voulaient pas travailler pour ce gouvernement, etc. Leur existence est en jeu. Tout le monde, ils sont tous frères. Tout le monde uni. Il y avait des scènes, par exemple, il y avait des réservistes qui étaient à l'étranger, je ne sais pas, soit touristes, soit installés à l'étranger, qui étaient rentrés en Israël. Enfin, ils étaient 2, 3. Hein. Et à l'aéroport, on a organisé un comité d'accueil. Il y avait des dizaines de jeunes filles qui les applaudissaient, qui chantaient, qui dansaient. Et les éditorialistes, à l'unisson, nous sommes redevenus un peuple, nous se bat pour l'existence, etc. Et puis il y a l'appui international, enfin de l'Occident. Et encore uniquement des gouvernements et des médias, mais c'est quand même très, très marqué. Et c'est ce qui m'avait vraiment me fait dire que l'État profond sioniste a réussi son coup admirablement. Même si le prix à payer, mais pour l'État profond sioniste, 1000 personnes juives, ça n'a pas d'importance. Regardez ce qu'ils ont fait avec la pandémie et ses suites, etc. Et donc, il fallait absolument le faire. Moi, j'ai une conviction. Je ne vais pas rentrer dans les considérations techniques, mais enfin, quand on les aborde, on se rend compte quand même qu'il y a des dysfonctionnements assez extravagants pour un pays en guerre, etc. Et surtout, il y a un élément dont je voulais que je voulais ajouter, c'est que la population israélienne, les médias, etc., disent c'est pas le moment, on va pas parler des déficiences, des manquements, pas du tout, on oublie tout ça, peut-être plus tard, l'essentiel, c'est qu'on se retrouve, c'est qu'on est unis, et donc, ces réservistes qui sont rentrés en Israël, ils ont été accueillis comme des messies, comme des sauveurs. Il y a une hystérie, il y a une hystérisation de l'opinion publique israélienne. On dirait que, franchement, je comprends la guerre de 67, je comprends la guerre de 73, c'était des vraies guerres, bon, et qui pouvaient être existentielles. Mais là, franchement, bon, il y a eu des actes qu'on peut qualifier comme on veut. Il y a eu 1000 morts ou 1200. Bon, il n'y a pas mort de pays. C'est-à-dire, Israël a retrouvé son armée, son aviation. Aujourd'hui, c'est quasiment un jeu d'enfant pour lui, de détruire, d'assommer, de faire ce qu'il fait avec une impunité totale. Je veux dire, parler de guerre existentielle, c'est ridicule. Donc, il n'y a aucune menace. Bon, de temps en temps, il y a une roquette qui échappe. Et donc, finalement, quand je vois le résultat, c'est pour ça que je parle de l'arbre. On reconnaît un arbre à ses fruits. Quand je vois les résultats, le changement radical qu'il y a eu dans la société israélienne, là, je comprends que le Mossad et autres, enfin l'État profond, disons, il a très bien joué. Il a joué à un moment où vraiment Israël était en danger, d'effondrement, d'affrontement, de division, de haine, etc. Et là, tout est rentré dans l'ordre. Les Israéliens sont prêts à accepter tous les sacrifices, etc., etc. Bon, voilà. Donc,
voilà. Après, moi, je vous donne mon sentiment. Qui détient la vérité? Je pense qu'il y a quelques dizaines de personnes qui détiennent la vérité. Enfin bon. Maintenant, bon, vous connaissez la situation plus ou moins, c'est-à-dire bon, des bombardements aveugles, c'est-à-dire pour vraiment détruire, traumatiser. Bon, je rappelle, et ça, malheureusement, les Israéliens, ils peuvent pas, ils ne comprennent pas, ils tirent pas la leçon. Voilà. Vous savez, c'est pas la première fois. Si vous reportez, il y a déjà eu 4 ou 5 conflits avec le Hamas qui ont duré une semaine à peu près, le temps que les Israéliens déchargent leur haine euh, par des bombardements barbares, comment dire, indiscriminés. Et là, cette semaine, ils ont dépassé les bornes. C'est-à-dire, ils ont coupé l'électricité, l'eau, les vivres. Enfin, ils veulent quasiment tuer, enfin, en tout cas, mettre dans un état tel que des milliers ou des dizaines de milliers de Gazaouis vont mourir parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bouffe. Et le monde civilisé se tait. C'est ça qui est terrible. Je vous rappelle, j'ai mis sur ma page VK, vous savez que je suis interdit de Facebook pendant un mois parce que j'ai posté un post sur un coup de chapeau à Hamas qui avait mené une action audacieuse. Et là, la sanction est tombée tout de suite, interdiction pendant un mois. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est bon. Et donc, il y a une hystérisation de la société occidentale. Regardez ce qui arrive à la France insoumise. Bon, je n'ai pas une grande sympathie pour Mélenchon, enfin, sur le plan politique. Mais enfin, c'est le seul, même le RN s'est aplati. Imaginez que le RN a reçu l'approbation de, comment il s'appelle, ce député ultra-sioniste, l'ami de Netanyahou, Meilleur habit. voilà, Meir Habib, qui l'a félicité à l'Assemblée nationale. Enfin, quand même, c'est extraordinaire. Et je veux dire, en Occident, aujourd'hui, en Europe, en Amérique, par exemple, il y a des étudiants à Harvard qui ont publié un communiqué pro-palestinien. Il y a comment dire, des directeurs d'entreprises qui ont déclaré que ces étudiants-là ne seront jamais embauchés. Je veux dire, il y a vraiment un état d'esprit, et ça, c'est le travail du Mossad aussi, c'est le travail des Sayanim, etc. Mais il y a une hystérisation de l'état de l'esprit en Occident qui frise la folie. Enfin, on a dépassé l'Ukraine. Je veux dire, là aujourd'hui, vous sortez avec un drapeau palestinien, vous êtes arrêté, vous payez une amende, enfin, vous risquez d'être lynché. C'est vraiment, c'est gravissime, l'état d'esprit. Alors que, vous savez, j'ai posté sur VK justement une vidéo de la sorcière de Bruxelles, von der Leyen, qui avait déclaré que bombarder, quand les Russes bombardent une usine électrique en Ukraine, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre, on n'a pas le droit de faire ça, etc. Par contre, Israël est intouchable. Israël peut affamer, peut détruire. Enfin, je veux dire, à la limite, la seule chose qu'Israël ne fait pas encore, c'est leur lancer des virus de choléra ou des virus de je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste hallucinant. L'Europe, vraiment, la civilisation européenne se déconsidère à une vitesse grand V. Enfin, c'est vraiment lamentable. Enfin, je veux dire, c'est même pas. On est dans les violations des lois de guerre humanitaires les plus basiques. Enfin, c'est juste hallucinatoire. Voilà. Alors, bon, cette guerre, à mon avis, ça va durer quelques jours, le temps que les Israéliens
comment dire, étanchent leur soif de vengeance, de tuerie. Vous savez, ça les démange, les Israéliens. Vous savez, ils ont toujours cette envie de ramener les Arabes à l'âge de pierre. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, vous savez que la guerre précédente, peut-être ils sont là aujourd'hui, je ne sais pas, ou peut-être, vous savez, une guerre précédente, j'avais posté une vidéo il y a quelques années, quand il y a eu les Israéliens venaient sur une colline sur plan Gaza avec des chaises en plastique, ils s'asseyaient et ils regardaient les bombardements sur Gaza. Je veux dire, on ne peut pas imaginer l'état d'esprit de ces gangsters sionistes, de ces assoiffés de sang sionistes qui n'ont qu'une envie. Vous savez, il y a quelqu'un dans ma famille, malheureusement, enfin, je vais le dire, hein, c'est quelqu'un dans ma famille qui m'avait dit un jour, et c'est quelqu'un de très très bien, c'est-à-dire vraiment adorable, gentil, enfin tout ce qu'il y a, religieux, enfin toutes les qualités humaines qu'on peut imaginer. C'est juste pour vous montrer l'état d'esprit des Israéliens vis-à-vis des Arabes et des Palestiniens. Il y a eu un attentat, il y a eu un Israélien qui a été tué. Et cette personne m'a dit, moi j'ai la solution pour éradiquer le terrorisme palestinien. Quand il y a un mort israélien, on rase une ville de 10 000 habitants. Et cette personne a trouvé ça naturel, normal. Vous savez, ils ne pensent même pas qu'on est en train de les coloniser, de les brimer, de détruire leurs maisons, de les emprisonner comme on veut. Enfin, c'est juste hallucinant qu'il y a peut-être à peine 2 ou 3% des Israéliens qui réfléchissent à ça. Le reste, ce sont des meurtriers sanguinaires, quand il s'agit des Arabes, bien sûr, qui ne se rendent. Enfin, ils ont été élevés comme ça, dans une haine. On dirait qu'ils entrent en transe quand ils tuent par milliers, quand ils bombardent, quand ils détruisent, ils se sentent. Enfin, je ne sais pas, ils ont presque un orgasme, une jouissance fantastique. Bon, donc, à mon avis, parce que, bon, vous savez, il y a les Américains, ils essaient de mettre l'Iran dans le bain, alors que si vraiment il y a comment dire, si le Hamas a été entraîné, c'est certainement pas par l'Iran, c'est plutôt par le Qatar et la Turquie, qui sont les alliés les plus proches du Hamas, sur le plan financier, stratégique, etc. L'Iran aide le Hezbollah, l'Iran aide le djihad islamique, mais pas le Hamas. Et donc, mais on essaye, on va pas mettre en jeu le Qatar quand même, bon, ni la Turquie. Mais par contre, il y a des tentatives pour impliquer l'Iran-Est, pour ouvrir un front avec l'Iran. Moi, ça m'étonnerait parce que là, enfin bon, je pense que ce sont des divagations comme ça. Moi, je pense que dans quelques jours, une fois, bon, ils vont détruire combien finalement? À moins que les Israéliens décident d'entrer et envoyer, je ne sais pas moi, des centaines de chars à Gaza. Mais je ne sais pas ce qu'ils obtiendraient de plus. Voilà, parce que avec l'aviation, ils détruisent tout ce qu'ils veulent. Voilà, il n'y a rien qui. Vous savez, il n'y a aucune défense. Je veux dire, c'est vraiment, c'est comme. C'est terrible d'être à ce point ultra puissant et d'avoir affaire à des misérables qui, sans eau, sans nourriture, sans électricité, ils n'ont nulle part où fuir, nulle part où se protéger. Vous savez, moi, ça me fait rigoler quand il y avait dans une vidéo occidentale parisienne, il y avait un Israélien, lui disait: «Oh là là, nous avons 30 secondes pour trouver un abri. 30 secondes, quand il y a l'alerte.» Mais je dis: «Mais 30 secondes, vous avez un abri à côté et une roquette de rien du tout.» Alors que les Gazaouis, ils n'ont même pas une seconde.
il n'y a rien du tout. La bombe, elle tombe. Et puis, enfin, vous avez vu les. Je veux dire, c'est lunaire. Je veux dire, c'est des destructions sur des kilomètres. Enfin, bon, donc une fois, je ne sais pas si les Israéliens décideront. Personnellement, je pense pas que. Enfin, je pense pas. Voilà, mais c'est une impression. Parce qu'ils peuvent vraiment arriver à ce qu'ils veulent. Parce que finalement, pourquoi faire envoyer comment dire, des blindés à Gaza pour éliminer le Hamas? Mais Israël n'a pas envie d'éliminer le Hamas. C'est ça que je m'étonne, enfin je m'étonne à peine, parce que les Occidentaux sont tellement, les médias occidentaux sont tellement ignares, sont tellement pro-israéliens, qui ne se posent, bon, d'ailleurs on l'a vu sur l'Ukraine, etc., qui ne se posent même pas la question évidente. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que Israël soutient le Hamas. Vous savez, si Israël voulait se débarrasser du Hamas, en 2006, le Hamas avait pris le pouvoir à Gaza, d'accord, suite aux élections qu'il y a eu et que l'autorité palestinienne n'a pas respecté. Le Hamas a pris le pouvoir à Gaza, mais les Israéliens auraient pu demander à l'autorité palestinienne d'envoyer 5000 hommes. Ils les ont, hein. Et avec l'aide d'Israël, qui aurait anéanti les dernières forces du Hamas, Mahmoud Abbas aurait récupéré l'autorité sur Gaza. Mais ça, mais les Israéliens ne veulent pas de ça. Enfin, pourquoi? Parce que d'abord, il y a une raison stratégique. Israël a réussi à diviser le peuple palestinien en deux parties antagonistes, la Cisjordanie et Gaza. Ce n'est plus le même pays. Voilà, ce n'est plus, et ça les arrange parce que, vous savez, un, comment dire, un des arguments de propagande des Israéliens, c'est de dire, mais enfin, avec qui vous voulez qu'on discute? Regardez, les Palestiniens ne sont même pas unis. Avec qui voulez-vous qu'on discute? Avec le Hamas, avec l'autorité palestinienne? Ils n'arrivent pas à s'entendre. Avec qui voulez-vous qu'on trouve un accord? C'est, comment dire, c'est fabuleux pour les Israéliens ce genre d'argument, mais ça marche. Bon. Deuxièmement, pourquoi les Israéliens veulent garder un Hamas en état de, comment dire, en état de résister et d'infliger quelques pertes aux Israéliens? Parce que les Israéliens n'ont plus d'ennemis. C'est ça leur drame. Et il faut qu'ils vivent dans un état de tension. L'État profond sioniste, il a un objectif primordial, c'est de faire vivre sa propre population en état de tension. Pourquoi? Parce que il faut que les gens s'habituent à faire la guerre. Ils ne peuvent pas être en paix. Vous savez, moi, je vais vous donner encore l'exemple de ma famille. Au début, dans les années 70, moi, je me souviens d'une tante qui me disait en arabe marocain, elle me disait, ah, là, on leur donne ces territoires, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'on leur donne et puis on vit en paix. Ça, c'est l'état d'esprit d'un citoyen lambda en Israël. C'était dans les années 70. Voilà. Mais l'État, quand je dis l'État profond sioniste, c'est qu'il faut faire la différence entre l'État profond qui mène cette politique-là et les hommes politiques qui disent nous cherchons la paix, nous sommes pour une solution à deux États, et patati et patata, bon, pour la galerie. Mais l'État et comment dire, le gouvernement qui dit à sa population nous vous protégeons, nous allons garantir la paix, la sécurité, alors que ce n'est pas vrai. L'État profond veut
que la population vive dans un état de tension et soit convaincu qu'on lui fourre dans le crâne que la paix avec les Arabes est impossible. Voilà. C'est ça l'objectif de l'État profond. C'est que 95% des Israéliens juifs sont aujourd'hui convaincus qu'il ne peut jamais y avoir de paix avec les Arabes ni avec les Palestiniens, sauf avec les Arabes qui se soumettent, comme le Maroc, comme les Émirats arabes unis, comme la Jordanie. Là, il n'y a pas de problème. Là, les Israéliens sont très contents de cette paix. Encore qu'ils s'étonnent que l'Égypte, la Jordanie ne coopèrent pas trop avec eux. Ils ont signé une paix il y a 40 ans, mais c'est une paix froide. Mais enfin, quand même. Bon. Et donc, l'existence du Hamas, vous savez, je vais vous donner un autre élément sur le Hamas. Alors, je dois continuer ou... non, non, si vous n'avez pas fini votre intervention, allez-y. Il y a des bruits là, non? Non, je suis désolé, c'est les petits qui piaillent un petit peu. Ah, bon, d'accord, non, c'est juste. Bon. Allez-y, continuez, monsieur Cohen. Désolé pour le bruit. Non, mais il va y avoir un écho. Enfin bon, vous savez, lorsqu'on montre dans les. Bon. Lorsqu'on montre dans les. Quand on parle de l'Amérique, des anciens présidents, on vous montre toujours, n'est-ce pas, Bush, Clinton, Bush et Obama. Alors, ils apparaissent régulièrement pour convaincre les Américains de faire l'injection, pour parler d'Israël, pour parler de l'Irak. Enfin, à diverses occasions, on les sort de la naphtaline et on les met ensemble. Vous avez déjà vu, on les fait régulièrement. Seulement, il y a un quatrième président qui est vivant et qu'on ne montre jamais. Voilà. Il était avant Clinton, avant Reagan. Bon, aujourd'hui, il a 100 ans et il est mal en point du point de vue de la santé. Mais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il était en bonne santé encore. Mais on ne le montre jamais. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut me donner le nom? Voilà. Alors, c'était le président avant Reagan, vous dites? Oui. Non, non, il ne faut pas chercher. Est-ce que vous l'avez en tête? Là, en tête, comme ça ne me dit rien. Bon, pourquoi? Alors qu'il était vivant, par exemple, on ne l'a jamais vu, on montre les trois, mais jamais celui-là. Il s'appelle Jimmy Carter. Ah voilà, Jimmy Carter, c'est ça. Et Jimmy Carter, c'était un religieux quasiment, presque un pasteur, qui est arrivé comme ça après le scandale Nixon, etc. Bon, il a été balayé, mais en tout cas, bon. Pourquoi l'histoire américaine lui en veut? Pourquoi on l'efface des tablettes? Pourquoi on le cache? Pourquoi? Il a commis un crime atroce, terrible, terrible. Vous savez lequel? Il est allé discuter avec les dirigeants du Hamas il y a 10-15 ans. Et il a discuté avec eux, il a échangé, etc. Il a osé dire le Hamas, c'est un mouvement politique qui veut la paix, une paix juste, une paix raisonnable, dans des conditions acceptables, avec des garanties. Il n'est pas violent, il ne veut pas user de la violence. Est-ce que vous imaginez un ancien président des États-Unis dire ça? Mais il a été effacé des tablettes. Enfin, je veux dire, il ne faut pas prononcer le nom de Jimmy Carter aux États-Unis. C'est ça aussi la force des Sayanim, du lobby judéo-sioniste. Mais par exemple, un Roger Garaudy, en France, c'était un très, très grand intellectuel.
il a publié une centaine de livres. C'est un grand penseur. C'est un grand cadre du Parti communiste français. C'est un universitaire. C'était un des plus grands intellectuels de France. Seulement, il avait osé, dans les années 80, écrire un livre sur, j'ai oublié le titre exact, mais sur les fondements du régime du sionisme, quelque chose comme ça. Et là, ça a été la Lali. Ce type-là, aujourd'hui, en France, personne, enfin quasiment, sauf les gens qui s'intéressaient à la culture dans les années 80 en France. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on a dû sortir tous ces livres des bibliothèques. On l'a effacé. Il a été éliminé intellectuellement parlant. Voilà. C'est comme ça qu'ils marchent, les sionistes. Ils ont fait ça avec un grand historien américain, mais malheureusement, le nom m'échappe. Un des plus, enfin bon, en tout cas. Donc, Jimmy Carter a été effacé, alors qu'il avait rencontré à plusieurs reprises et il était prêt à jouer les intermédiaires. Donc, tout le narratif sioniste tombait à l'eau. Comment? Le Hamas, enfin, mais c'est l'horreur, etc. Bon. Donc, mais Israël a besoin d'un Hamas, mais d'un Hamas qui tire quelques roquettes. Et voilà, parce que, et qui déclare qu'il veut détruire Israël. Et voilà. Et donc les Israéliens tremblent, ils doivent trembler. Et donc, je ne vois pas comment, parce que pour moi, bon, ça va s'arrêter dans quelques jours, ils vont trouver un modus vivendi, etc. Mais en même temps, le Hamas va retrouver enfin, son existence affaiblie, etc. Et on va reprendre le petit jeu de, voilà, malheureusement, parce que la communauté internationale, elle est, bah, elle a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, elle est d'une lâcheté exceptionnelle vis-à-vis d'Israël. Jamais, ils ne trouveront jamais une solution. Poutine a dit il y a quelques jours que le grand malheur, c'est de n'avoir pas créé, selon le droit international, un État palestinien viable. Mais ça n'arrivera jamais parce que Israël n'en veut pas et la communauté internationale n'est pas capable d'imposer cette solution à Israël. Donc, comme tous les conflits qui ont eu lieu entre Israël et la bande de Gaza, malheureusement, voilà, des destructions, et puis après on va reprendre cas un cas jusqu'à la prochaine crise. Voilà, si vous avez des questions. Alors, il y avait quelques questions dans le chat. Et donc, vous, selon vous, une paix dans la région n'est pas possible. Israël va maintenir Ah ben évidemment, évidemment. Mais évidemment, je veux dire, Israël n'a jamais, les accords d'Oslo, c'est une arnaque extraordinaire. Moi, quand je vois des gens qui parlent, ah, Rabin a été assassiné, mais Rabin a été le plus grand falsificateur, enfin, c'était le plus grand manipulateur. C'est un génie dans le cynisme, dans le machiavélisme. Jamais, bon, c'est pas le sujet parce qu'on le traitera une autre fois si vous voulez. Mais en Israël, l'État profond sioniste, tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, 95% des Israéliens juifs n'accepteront jamais un État palestinien viable. Tout au plus, peut-être, un Bantoustan, une autonomie sous protectorat, enfin, sous le contrôle total d'Israël. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez un petit peu là, du traitement médiatique comment expliquez-vous un petit peu que des manifestations pro-israéliennes ont été autorisées et même sécurisées, et à l'inverse des manifestations comme en l'occurrence ce soir sur la place de la République à Paris ont été interdites, et d'ailleurs je crois qu'il y avait la police qui a dégagé les manifestants de la place. Non, ça, c'est, comment dire,
il y a un donneur d'ordre. C'est comme pour l'Ukraine. Hein. Voilà. L'Ukraine, ça a été comme ça. C'est-à-dire, voilà, il y a un narratif, il faut le respecter. Voilà. Donc tous les médias se sont mis. Bon, je ne dirais pas, enfin, je n'aborderai pas l'autre. Vous savez, la pandémie, il y a eu un narratif, et tous ceux qui ne le respectaient pas, même si vous étiez le grand prix Nobel, même si vous étiez le plus grand professeur, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc il y a un narratif. Eh bien, dès que Israël, il y a eu l'action du Hamas, il y a un ordre qui a été donné, on ne sait pas par qui, mais enfin bon, l'État profond sioniste, l'État profond s'est relais en Europe, les médias, etc. Et on a dit, allez, 100% Israël. Voilà. Et là, tout est parti, c'est-à-dire, voilà, donc le ministère de l'Intérieur, il applique dans son domaine, ça veut dire les interdictions de manifestation, etc. Euh, Même des députés, enfin, je veux dire, imaginez, enfin, la France insoumise, elle, ce sont quand même des députés qui ont l'immunité parlementaire, etc., etc. Il y a une terreur qui s'est abattue sur la classe politique, sur la classe médiatique, sur toute personne qui aurait osé euh, juste exprimer une opinion divergente. Donc, c'est pas. Voilà, donc, c'est-à-dire que l'establishment européen, occidental, comme il a fait avec l'Ukraine, il a pris fait et cause pour Israël et il a donné des instructions immédiates aux médias, aux politiques, à toutes les institutions pour faire appliquer ce schéma. Ça veut dire à fond derrière Israël. Voilà. Oui, je vais aussi vous partager donc une petite image. Il y a eu donc un tweet aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc c'est le compte officiel de l'armée israélienne. Je vais vous montrer ça. C'est quand même impressionnant. Donc voilà. Vous le voyez? Ah oui, oui. Ah oui, ça c'est le. Ah oui, c'est le. Eh ben, C'est le compte officiel de l'armée donc israélienne. ah oui, Et, d'accord. Non, mais ça et veut dire. Oui, en fait, ils n'ont plus honte de rien. Il n'y a plus de limite. Ça veut dire alors soutenir Israël. juste Monsieur Oui, Cohen, avant de continuer, juste pour expliquer un petit peu aux gens qui regardent, qui, ont pas qui écoutent, pardon, qui n'ont pas l'image, donc le tweet de l'armée israélienne, soit vous soutenez Israël, soit vous soutenez le terrorisme. Donc c'est assez clair. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Cohen je crois. Vous savez, ils sont arrivés à un niveau absolument hallucinant. Euh, je veux dire, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, l'armée israélienne n'aurait jamais osé publier un tel tweet. Aujourd'hui, ils se croient tout permis. Ils peuvent tout dire, ils peuvent tout exprimer parce qu'ils sont en terrain conquis. Ils ont, comment dire, ils ont l'Europe sous leurs bottes. Voilà. Ils peuvent tout dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est open bar pour eux. Les médias sont ouverts pour eux. Il n'y en a que pour eux. Et donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils ne se gênent pas d'ailleurs. Voilà. Enfin, ça renforce ce que j'ai dit sur la prise de position initiale, c'est-à-dire on a donné l'ordre aux, enfin qui a donné l'ordre, mais c'est comme l'Ukraine, c'est comme etc. Les injections, on a donné l'ordre et après les médias, les politiques suivent avec une fidélité extraordinaire. Voilà. Voilà, donc, il y avait deux, trois questions là, sur le chat. Donc, Monsieur Cohen, que pensez-vous de l'appel au meurtre de Enrico Macias contre des députés de la LFI? Oui, je crois qu'il avait dit il faut les zigouiller, je crois, ou je ne sais pas quoi, non? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Oui, oui.
Euh, bon, voilà, c'est-à-dire, vous savez, c'est un peu comme, ils sont les maîtres aujourd'hui, voilà. Ils se comportent comme des maîtres qui peuvent tout dire, qui peuvent tout se permettre. C'est, voilà, c'est juste hallucinant quand on arrive là, c'est-à-dire que ces gens-là peuvent vraiment dire, à la limite, ils peuvent dire, enfin, ils ne le feront pas parce que, soi-disant, ils ont conservé un brin d'humanisme. Mais d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un dire, je crois que c'était un philosophe entre guillemets français, genre, vous savez, genre, pas BHL, mais quelqu'un qui lui ressemble. Il a dit que les civils, il ne faut pas confondre les civils israéliens, les enfants palestiniens, enfin petits qui meurent, et les enfants palestiniens, parce que ceux-là sont assassinés et les autres meurent parce qu'en état de légitime défense. Et vous savez, c'est juste, on a dépassé les bornes. Voilà. Ces gens-là peuvent tout se permettre. On leur a ouvert les portes, on leur a dit, vous êtes chez vous, on vous appuie, personne ne vous critiquera, allez-y, massacrez, dites-le, vous avez carte blanche. Voilà. Voilà, ils ont le totem de l'immunité. Ils sont tout permis. Voilà, voilà. Or, à l'inverse, s'il y a quelqu'un de l'opposition qui s'exprime et qui dit des choses de ce genre, bah, il sera condamné pour après On a vécu ce phénomène, voilà, on a eu deux narratifs, un sur le fameux truc là, que je ne veux pas prononcer ici, et l'autre sur l'Ukraine. On a eu ces deux narratifs. Mais celui-là, il est encore, on a dépassé les bornes, les limites. C'est-à-dire que enfin, si vous sortiez dans la rue avec un drapeau russe, il vous arrivait rien. Aujourd'hui, vous sortez avec un drapeau palestinien, vous êtes cerné par la police, vous avez une amende, peut-être une garde à vue, etc. et oui, c'est quand même, ouais, c'est le deux poids deux mesures là, c'est incroyable. Nous avons un intervenant là qui veut prendre la parole. Alors je sais pas, son micro n'est pas connecté. Arsenic, si tu m'entends, il faut que tu connectes ton micro. Voilà. Est-ce qu'on m'entend ou pas? Là, on vous entend. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir à la chaîne Altitude, hein, que je suis. Hein, je suis fan de votre chaîne. J'aimerais poser une question à Monsieur Cohen. Oui. Que pense-t-il de la propagande qui a été faite sur les médias, en l'occurrence les médias français, surtout les médias français, sur les pseudo-assassinats de 40 bébés israéliens sur, je crois, Ashdod ou Ashkelon, et qui a été démenti, bien sûr, qui a été débunké, que moi-même j'avais débunké dès le début, quoi, et que le président Biden a confirmé. Il a dit non, on a tué 40 bébés. Et bien sûr, les porte-parole de la Maison-Blanche l'ont démenti. Mais personne n'en parle, quoi. Vous en pensez quoi, Monsieur Cohen? Ça rappelle l'histoire des couveuses au Koweït. Au Koweït, ça va, tout à fait. Ouais. Non, mais même les médias français n'en parlent pas. Oui, ben justement, c'est-à-dire que même s'ils ont les démentis, mais s'il y a quelqu'un, par exemple, j'ai entendu quelqu'un dire il y a des décapitations, eh ben, on n'a pas démenti. Ça veut dire, même si on sait qu'il y a des démentis, mais on continue à entretenir cette illusion, parce que c'est le crime, enfin, je veux dire, qui devrait, comment dire, permettre toutes les exactions israéliennes. Voilà, parce que quand on arrive à ce point de barbarie, c'est vrai que il y a des tentatives de débunkage. Voilà. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahu, excusez-moi de vous interrompre, vient de reconnaître actuellement, là, il y a 10 minutes, il a dit, de toute façon, c'est une guerre totale, c'est eux ou nous. Voilà. Oui, voilà. Donc, en fait, les médias font en sorte que, même s'il y a un débunkage, on le retardera au maximum.
C'est-à-dire, on le reconnaîtra peut-être dans 2 ou 3 jours lorsqu'on ne pourra plus faire autrement. Mais en attendant, le fait d'évoquer des décapitations d'enfants, je veux dire, les gens, ils sont complètement effarés. Ils se disent, bon, ben, on comprend la réaction, même si on est là dans des actes de vengeance qui qui sont pas justifiés. C'est-à-dire que ni le droit ni la morale ne peuvent justifier. Oui, non, mais le pire, c'est que la pseudo communauté internationale valide tout ça. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai vu un communiqué de la gauche palestinienne, mais israélienne, mais pardonnez-moi, qui a refusé l'alliance nationale avec Benjamin Netanyahu, Benjamin Netanyahu, excusez-moi, et l'extrême droite israélienne. Ils ont refusé parce que, parce qu'ils constatent qu'ils ont affaire à un gouvernement de nazis, quoi, de criminels, d'assassins. Donc je voulais saluer la gauche israélienne, qui est majoritaire, il me semble, en Israël, qui a refusé. Elle a dit non. Voilà. Oui, oui. Enfin bon, c'est un autre débat. Je crois que je l'ai abordé. On y reviendra, mais j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que. Très bien. Non, mais si vous retrouverez des vidéos sur Altitude où j'ai parlé justement. Pour moi, cette révolte contre Netanyahou et l'extrême droite, c'est une tentative de l'État profond israélien qui refuse la légitimité du gouvernement de Netanyahou. Voilà. Il veut faire un coup d'État démocratique comme on a fait à Maïdan, par exemple. Voilà. Exactement, parce qu'il est mal, hein. Il est mal en Israël, même avant l'affaire du conflit là, actuel, il était très 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 mal. Il voulait changer les lois, il voulait faire comme Macron d'ailleurs. Hein. Donc voilà quoi, il lui fallait une guerre, hein, on le sait quoi. Mais voilà, ce qui me fait plaisir, moi, c'est que beaucoup d'Israéliens en ont pris conscience quoi, et j'espère, et je compte sur eux d'ailleurs, pour se débarrasser de cette pourriture quoi. Voilà. Vous savez, je vais résumer parce que je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat, c'est pas oui. pas le moment, c'est-à-dire que ça nous entraînera, mais je peux faire une vidéo là-dessus. Très bien. Mais vous savez, les Israéliens vis-à-vis des Palestiniens, les Israéliens juifs, ils sont à 95% sur la ligne Netanyahou. Voilà. Donc, c'est pas la peine ne vous faites pas d'illusions en termes vis-à-vis des Palestiniens. D'accord? Oui, très bien. Ils sont sur la même ligne, sauf qu'ils ont un discours différent. Mais vous savez, c'est comme la théorie des 2 flics. Il y a un qui est bon, il y a un qui est méchant. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, mais là, M. Cohen, excusez-moi de vous interrompre, là, ça change la donne, puisque beaucoup d'Israéliens se sont rendus compte de la barbarie de ces extrémistes juifs qui sont au gouvernement. Et voilà, quoi. Il faut pas oublier comment dire, parce qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont morts. Je compte même pas le nombre de Palestiniens. Il y a beaucoup d'Israéliens qui sont pris en otage. Donc, ça, c'est vu aux yeux du monde maintenant. Hein. Il y a plus de baratinage. Donc maintenant, beaucoup se posent des questions, il me semble. Hein, voilà. Donc j'aimerais avoir votre avis, M. Cohen. Non, c'est fini. J'ai commencé par là, justement, l'union sacrée. Pourquoi l'État profond sioniste a permis, d'une certaine manière. Oui. Et je ne sais pas si vous étiez là au début de mon intervention. Non, mais moi, je vous connais depuis très longtemps, je vous suis. Bon, j'ai pas tout suivi, mais vraiment, voilà. De mon intervention de ce soir. Ah non, excusez-moi, je suis venu en cours. Non, je ne sais pas suivi le début. Je suis désolé. J'ai commencé la vidéo par un renversement extraordinaire de la situation en Israël. C'est-à-dire qu'il y a une union sacrée, patriotique, derrière Netanyahou, derrière les forces de sécurité, qui est extraordinaire. Voilà. Ouais, mais vous pensez pas la vidéo, Arsenic, s'il te plaît. Et si tu peux baisser un petit peu ton micro qui est super fort pour les tympans. Je me recule un peu, ça va comme ça? Ouais, voilà. Merci beaucoup, M. Cohen. Voilà, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ben voilà, vous avez répondu à peu près à mes questions. Et puis voilà, moi, de toute façon, sincèrement, j'espère que ce problème va se régler parce qu'on sait très bien que si ça continue, on va aller on va tout droit
Vers une catastrophe mondiale. Hein. Voilà, quoi. Voilà. En tout cas, merci, M. Cohen. Alors, M. Cohen, votre sourire en dit long. Je ne pense pas que vous y croyez trop. Non, j'y crois pas du tout. Mais d'ailleurs, est-ce que, franchement, vous connaissez le fonctionnement de la communauté internationale? D'accord? Bon, prenez n'importe quel conflit. Prenez 100 ans, 200 ans, 300 ans, ce que vous voulez. Est-ce que la communauté internationale a jamais réglé les problèmes sur la base de la justice et du droit? Voilà, je vous pose une question toute simple. Tous les problèmes, n'importe quel problème, pas seulement du Moyen-Orient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, le peuple palestinien s'est trouvé, les circonstances historiques l'ont mis dans une situation terrible pour lui, où il paye pour les souffrances, pour les ambitions démesurées du sionisme, et malheureusement, il n'aura pas de secours de quelque côté que ce soit. Voilà, malheureusement. Voilà. Ok, Monsieur Arsenic, je vous laisse redescendre. Je vais conclure avec. Ok, très bien. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour votre accueil. Bonne soirée, bon live. Merci. À bientôt. Au revoir. Monsieur Cohen, avant de conclure, donc j'avais parlé en début d'émission de l'arrivée donc d'Anthony Blinken, Oui. le secrétaire d'État américain. Est-ce que pour vous c'est une mise en scène? Il y a rien qui va aboutir. Est-ce que c'est parce que soi-disant l'Amérique, les États-Unis apportent leur soutien, bien sûr inconditionnel, militairement, tout ça. Est-ce que il est venu pourquoi? Pour constater si tout fonctionnait bien dans les armements qu'il fournit à Israël? C'est quoi qu'il est venu faire ici? Mise en scène. Parce que s'il y avait un message à envoyer aux Israéliens, il aurait pu le faire par téléphone. Je veux dire, c'est pas. Voilà, genre, je suis là. Vous savez, ils ont des canaux de communication. C'est pas. Mais c'est juste pour montrer que maintenant, peut-être qu'ils vont discuter. Est-ce que. Peut-être de l'Iran, je ne sais pas, peut-être du Liban. J'imagine qu'ils vont aborder. Enfin, qui vont aborder ce genre de questions, mais ils auraient pu les aborder par téléphone. Voilà, je veux dire, sa présence signifie juste, voilà, devant le monde, enfin devant l'Occident, voilà, nous vous soutenons, nous sommes derrière vous, quoi qu'il arrive, etc. Voilà. Alors, si vous avez 2 petites secondes, il y a une intervention, 2 petites minutes, il y a l'intervention justement d'Anthony Blinken qui dure 1 minute. Je vais vous la faire écouter et après on conclura. Là, voilà. Voilà. Overwhelming bipartisan support in our Congress for Israel's security. Here in Israel and everywhere, we will overwhelming bipartisan support in our Congress for Israel's security. Here in Israel and everywhere, we will reaffirm the crystal clear warning that President Biden issued yesterday to any adversary, state or non-state, thinking of taking advantage of the current crisis to attack Israel. Don't. The United States has Israel's back. We've deployed the world's largest aircraft carrier to the Eastern Mediterranean
We bolstered the presence of U.S. fighter aircraft in the region. We're providing other support as well. We continue working closely with Israel to secure the release of the men, women, children, elderly people taken hostage by Hamas. We're pursuing intensive diplomacy throughout the region to prevent the conflict from spreading. And I'll be doing that over the course of my trip in the coming days. Too often in the past, leaders have... Voilà, bon, c'est une intervention en anglais, donc je ne sais pas si vous avez bien entendu. Oui. Bon, ben, il apporte son soutien, mais il a dit quand même qu'il était là pour éviter l'extension du conflit. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas ce que le porte-avions, le plus grand porte-avions, il se dirige vers Israël. Je ne vois pas ce qu'il pourrait apporter. Enfin, franchement, vu le rapport de force, c'est pathétique qu'on en arrive là. Voilà. Mais par contre, il a dit, il apporte son soutien total et il a dit qu'il va discuter pour éviter l'extension du conflit. Bon. Alors, mais est-ce qu'on peut le croire? Je ne sais pas. Enfin, voilà. Justement, le fait de faire venir ce porte-avions, c'est peut-être une forme de dissuasion pour l'Iran, par exemple. Non, mais aucun pays n'a envie d'attaquer Israël en ce moment. Enfin, c'est ridicule. Ok. Non, c'est une mise en scène. Voilà. En tout cas, malheureusement, cette mise en scène, il y a quand même des civils qui sont victimes aujourd'hui. Malheureusement, c'est le lot de ce genre d'action. Hein. C'est terrible, mais voilà, c'est comme ça. Ouais. Bon, bah, très bien. C'est l'isolement du peuple palestinien, c'est terrible. Hein. Et oui, surtout que normalement, aux yeux du droit international, ils n'ont pas le droit de faire un embargo sur l'eau, l'électricité. Le droit international. Mais je veux dire, voilà. Ça dépend qui. Hein. Quand il s'agit du peuple élu, le droit international. Bon, alors on arrête là pour ce soir. Oui, on va s'arrêter là. Donc, juste pour continuer à soutenir les Palestiniens, il y a une cagnotte qui a été mise en place par une association, l'association méruvienne pour la Palestine, qui a un Cotize Up. Je vous l'avais envoyé, hein, Monsieur Cohen. Et vous pouvez le retrouver facilement si vous allez sur mon compte TikTok, par exemple, ou sur Twitter. Vous pouvez le retrouver aussi. C'est pour l'accès à l'eau potable. Donc voilà, si vous pouvez faire un geste, faites-le. Si vous ne pouvez pas, partagez. En tout cas, c'est nécessaire et c'est vital aujourd'hui pour la population qui subit tout ça aujourd'hui, malheureusement. Voilà. En espérant que ça s'améliore pour eux. Voilà, Monsieur Cohen, je vous dis une excellente soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, bonsoir à tous. Merci, Monsieur Cohen. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc je vais conclure en vous donnant rendez-vous demain soir à 21h avec Claude Janvier qui nous présentera donc son dernier livre, Les Démasqués. Et bien sûr, on parlera aussi de l'évolution de la situation. Voilà, je vous quitte ce soir avec ces images un peu tristes. Je vous ai épargné les pleurs et les cris, mais voilà, je voulais terminer là-dessus ce soir. Et je vous donne rendez-vous demain.